Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette merveilleuse grisaille du Nord. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Au programme de ce nouveau journal, eh bien, je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre et de ma pile à lire du mois de novembre, des réceptions aussi que j'ai faites entre-temps, en sachant que nous sommes le 12 novembre. Donc, j'ai quand même pas mal de retard. Au mois d'août et au mois de septembre, j'avais réussi à vous prendre au fur et à mesure de mes lectures. Ça n'a pas du tout été possible au mois d'octobre et début novembre, puisque les enfants étaient malades à tour de rôle, entre les premières pertes sédentaires, la roséole, une infection urinaire, voilà, des pics de température à quasiment 40 sans autres symptômes. Voilà, mais tout le monde est rétabli et donc voilà, je peux enfin prendre le temps de partager un petit peu avec vous concernant les lectures réalisées ces derniers temps. Donc je vais commencer tout de suite, hein, puisque vous êtes là pour ça. Je vais vous parler donc de mes lectures du mois d'octobre, en sachant que depuis la reprise là en septembre, j'ai un rythme de lecture vraiment en mode escargot. Donc ne vous attendez pas à avoir des bilans de lecture de dizaines de romans, clairement on n'y est pas. Mais je prends toujours plaisir à lire, à mon rythme, et je pense que c'est ça le plus important finalement, d'échanger sur le plaisir qu'on peut ressentir à la lecture de certains romans. Donc au mois d'octobre, du coup, j'ai lu ces 4 romans-là et ce qui est cool, c'est que j'ai peu lu, mais ça n'a été que des très bonnes lectures, voire des coups de cœur. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien, ça rebooste aussi et ça permet d'avoir une envie de lire qui perdure. Parce que c'est vrai que parfois, quand on lit un peu moins que d'habitude, enfin beaucoup moins même que d'habitude, on peut du coup aussi se lasser et en attendre beaucoup des lectures qu'on a en cours. C'est-à-dire que si on lit 15 romans dans le mois, eh bien, si on a 2 ou 3 déceptions, c'est voilà, ça passe. Par contre, si on lit 2 ou 3 romans dans le mois et qu'on a une ou 2 déceptions, c'est déjà plus compliqué. Donc c'est vrai que parfois on en attend davantage, du coup, de nos lectures en cours. Et quand c'est pas au rendez-vous, on peut vite être dans ce qu'on appelle une panne de lecture. J'aime pas trop parler de panne de lecture, mais voilà, on peut sentir que l'envie de lire est moindre. Et voilà, j'avais un peu peur de tout ça, mais que nenni, j'ai toujours bel et bien envie de lire. C'est juste que, voilà, il y a le quotidien et on fait ce qu'on peut, écoutez. Donc du coup, je vais vous parler de ces 4 romans. Je vais vous en parler là dans l'ordre dans lequel ils me viennent. J'ai lu Le secret des Dever Hill, donc c'est le tome 1 de la saga Fille d'Irlande de Santa Montefiore. Je vous ai déjà plusieurs fois lu le résumé, mais c'est vrai que je ne l'avais pas encore lu entre-temps. C'est une réception que j'ai faite de Verso, qui est un label de la maison d'édition, des éditions pardon, du Seuil. C'est sorti, je pense, il y a 3-4 mois déjà. Je sais plus quand sort le tome 2. Est-ce que c'est noté dedans? Oui, en décembre. Donc le tome 2 va bientôt sortir. Je vous lis le résumé et je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé. Deux amis que tout oppose, une nation près de se déchirer, un château au cœur de toutes les passions. Alors ces 3 affirmations-là, clairement, elles résument à la perfection l'ambiance du roman. Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de 2 jeunes femmes bien différentes. Kitty Deverhill, une noble anglo-irlandaise intrépide aux flamboyants cheveux roux, et Bridie Doyle, la timide fille de la cuisinière qui aspire à une vie meilleure. Mais elles ont grandi ensemble au château de Deverhill et une profonde amitié les lie. Bientôt, leur vie paisible dans ce bastion de la suprématie britannique est menacée par la lutte du pays pour son indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack Holloway. Déchirés par la trahison et un terrible secret, les 2 amis semblent à présent irréconciliables. Une seule chose peut les réunir, leur inébranlable attachement pour le château de Deverhill et tous les souvenirs qu'il renferme. Ah, ce premier tome, c'est un coup de cœur. Alors j'ai eu très 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 peur au début puisque j'ai ressenti sur les 100 premières pages, je veux dire, une certaine longueur. Alors je pense que c'était surtout lié à mon rythme de lecture. Mais du coup, j'avais l'impression de retrouver une plume similaire à celle d'Anne Jacobs. Et clairement, je ne veux plus lire de romans d'Anne Jacobs, même si c'est une très très bonne autrice. Je ne reviendrai pas sur le talent de l'autrice, etc. Mais c'est une plume qui ne me convient pas. Elle est trop lente, trop contemplative. Et voilà, du coup, je n'adhère pas. J'ai lâché la saga La ville aux étoffes. Je ne sais plus ce que j'avais lu d'elle, qui était parue dans une nouvelle maison d'édition.
enfin dans un nouveau label d'une autre maison d'édition, je ne sais plus. Bref, Anne Jacobs, c'est terminé pour moi. Au début, j'ai vu effectivement des similarités avec la plume d'Anne Jacobs et du coup, je me suis dit, si on perdure dans tout ça, ça va être un flop pour moi. Et non, heureusement, au bout d'une centaine de pages, clairement, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir l'histoire donc de Kitty et de Bridie. Effectivement, il faut que l'intrigue se mette en place. Il faut remettre tout le contexte historique et c'est très 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 bien fait. On est vraiment dans l'Irlande de 1900, donc avant la Première Guerre mondiale. On est aussi dans toute l'histoire du souhait d'indépendance en fait de l'Irlande par rapport à l'emprise britannique. Et donc au milieu de tout ça, eh bien, on va avoir le château des Deverhill, le château du coup d'une famille anglaise. Ce château a été volé par la famille Deverhill à la famille de Jack O'Leary il y a des années et des années, enfin des dizaines d'années en amont. Donc voilà, on a un château qui est sous l'emprise britannique, on va dire, dans une Irlande vraiment en rébellion, en souhait d'indépendance. Et ça va être difficile pour Kitty parce que elle est anglo-irlandaise, sauf que, eh bien, elle a vécu toute sa vie en Irlande et donc elle se sent profondément irlandaise, mais ses concitoyens vont le voir enfin voilà, ne vont pas le voir, pardon, du même œil. Donc très très compliqué pour elle, elle n'est vraiment plus désirée en Irlande et donc elle va, voilà, elle va s'affirmer, elle va prendre son parti de tout ça. Et on va découvrir une jeune femme qui a toujours été un petit peu intrépide, et bien faire preuve de beaucoup de courage et voilà, de prendre certaines décisions qui ne vont pas être faciles pour elle. Et à côté de ça, on a Bridie qui est la fille de la femme enfin, de la cuisinière des Deverhill, qui est plutôt timide, plutôt introvertie, qui est toujours un petit peu dans l'ombre en fait de Kitty et qui va au fur et à mesure se déployer. Il va y avoir un événement particulier pour elle qui a été très très difficile à lire pour moi et je pense qu'il est difficile à lire pour tout le monde. Et à partir de cet événement-là, cette jeune fille va se transformer en femme qui va devoir faire preuve de courage et qui va devoir aller de l'avant, qui va devoir prendre aussi des décisions qui ne sont pas évidentes. Au milieu de tout ça, au milieu de jeunes filles qui deviennent femmes, donc Kitty et Bridie, il va y avoir Jack O'Leary qui est un ami commun, c'est un trio. Et Jack, lui, il va aussi prendre des décisions dans le contexte historique d'indépendance. Il va prendre part à tout ça, mais toujours en ayant à l'esprit qu'il a un attachement vraiment important pour Kitty. Et il veut lui rester loyal, voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment la succession en fait d'événements enfin, auxquels on ne s'attend pas du tout. Parfois, l'intrigue peut prendre des tournures très très surprenantes, mais toujours super intéressantes. Les personnages sont vraiment très complexes. Il n'y a pas de système manichéen. Quand il y a des décisions qui sont prises, c'est jamais dans la simplicité, c'est souvent dans la douleur. C'est pas pour son intérêt personnel, c'est pour l'intérêt général. Enfin, voilà, il y a beaucoup beaucoup de complexité dans ce roman-là. Il y a pas mal de personnages, donc au début on peut sembler un petit peu perdu, mais une fois qu'on a compris vraiment l'ensemble de l'intrigue, alors ça défile. Il y a effectivement une histoire d'amour, mais qui est pas au cœur du roman, mais qui est très 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 jolie. Tout le contexte historique est super bien amené. Je me suis jamais sentie perdue, alors que clairement, l'indépendance de l'Irlande, c'est pas quelque chose que je connais très très bien. Mais je me suis pas du tout sentie perdue. J'ai beaucoup aimé aussi comment évoluer l'amitié entre Kitty et Bridie. On voit en fait que c'est pas parce que on est lié à une personne avec toute la loyauté qu'on souhaite qu'une amitié reste simple. Il faut continuer de la construire. Et puis il y a des événements qui font qu'on ne peut pas revenir en arrière, même si c'est indépendant de notre volonté. Et ça peut sincèrement entacher les plus beaux liens qui existent. Je peux pas trop vous en dire, j'aimerais tellement, tellement, tellement vous en parler, mais je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une très belle justesse dans la plume, que tout est très très bien dosé. On est à la fois dans les secrets de famille, on est un peu dans la Downton Abbey, en mode Downton Abbey avec ce qui se passe au niveau du personnel. On va traiter aussi de la différence sociale. On va traiter donc de la guerre d'indépendance, vous avez bien compris. On va traiter de l'envoi des hommes pour la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a beaucoup de choses.
Mais ce qui reste quand même au cœur de l'histoire, je trouve, c'est les destins de femmes. Voilà. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié la fin du premier tome, appel à la lecture du second, enfin du deuxième, puisque c'est une trilogie. Là, tout de suite, maintenant. Donc, Verseau, dépêchez-vous de sortir le tome 2 en décembre pour que je puisse le lire. Et voilà, et du coup j'en profite aussi pour remercier Benoît qui m'a gentiment envoyé ce premier tome. J'ai mis du temps à le lire, mais je l'ai lu au bon moment. Je pense que si je l'avais lu avant, je n'aurais pas pris plaisir à le lire parce que j'avais encore un rythme de lecture qui était encore plus lent. Et là, vraiment, j'avais envie d'y retourner. J'ai même fait quelques petites photos là pour Instagram et je suis en train de tourner un réel, mais comme j'ai pas souvent le temps, je tourne une séquence une semaine, puis une autre séquence 2 ou 3 semaines après, mais c'est pas grave. Je vais faire un petit réel sur une lectrice qui a un coup de cœur et du coup qui emmène un petit peu son livre partout. Donc je l'ai emmené au boulot, je l'ai emmené devant mon feu de cheminée, enfin bref. Mais parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié ce roman et même encore une fois, si vous trouvez, si vous êtes en train de le lire et que le début vous semble un petit peu long, persistez parce que vraiment il vaut le coup, il vaut le détour parmi toutes les sagas familiales, tous les romans historiques, etc. Qui fleurissent un petit peu partout, eh bien, il arrive quand même à se démarquer, je trouve. Et puis les landes irlandaises, clairement, enfin, c'est un plaisir aussi de lire certains passages où on nous décrit un petit peu l'environnement sans forcément qu'il y ait trop de longueur. Ouais, moi j'ai tout aimé. Voilà, je pense que je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, donc je m'arrête là. Entre guillemets, enfin si vous n'avez pas compris, en résumé, pas entre guillemets, en résumé, si vous devez juste retenir quelque chose, c'est lisez-le, voilà. J'ai également lu Les Refuges de Jérôme Loubry, ou plus précisément, je l'ai écouté. C'était la lecture du Read Together d'octobre, du coup. Celui-ci, on vous l'avait imposé de roman, je crois. Enfin, on vous avait proposé deux. Jérôme Loubry, je crois que c'était Les Sœurs de Montmort et Les Refuges, et vous avez du coup choisi Les Refuges. C'était clairement ambiance spéciale Halloween, ça a fait le job. Je vous lis le résumé, je vous dis après ce que j'en ai pensé. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Alors, dans ce roman, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'ai aimé le rythme. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une double temporalité et on va également avoir un roman choral. Donc ça, voilà, ça entraîne quand même enfin ça insuffle un rythme assez soutenu et du coup ça rend la lecture assez addictive puisque quand on termine un court chapitre avec une personne concernée, on est presque sur un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on va avoir une révélation et on passe à une autre personne à un autre moment et à la fin du chapitre, pareil, on a une révélation qui va arriver. Voilà, Jérôme Lobry, il sait très bien faire ça. Je vous dis ça, mais je crois que c'est le premier roman de l'auteur que je lis. Je l'avais rencontré au Salon du Livre de mon village il y a 2 ans, mais je crois que je lui avais pris Les Sœurs de Montmort. Oui, en fait, je vous dis ça, mais c'est le premier livre que je lis de l'auteur, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va être l'une de ses spécialités. Des chapitres courts, un rythme assez haletant, des cliffhangers en fin de chapitre qui vous donnent envie de poursuivre votre lecture et du coup qui rend la lecture vraiment addictive. Quoi vous dire? Donc on va effectivement suivre Sandrine qui doit aller sur une île pour vider la maison de sa grand-mère. Elle ne connaît pas du tout sa grand-mère, elle ne l'a jamais vue, elle n'a jamais eu d'importance dans sa vie. Et pourtant, quand elle arrive sur cette île, sa grand-mère est décrite comme vraiment quelqu'un de chaleureux, de charmant, qui fait attention aux autres, très altruiste, etc. Et donc du coup là, voilà, Sandrine est un petit peu surprise. Et elle va se rendre compte que sur cette île, il y a quand même des choses bizarres qui s'y passent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un nouvel habitant de cette île. Les habitants qui y vivent sont là depuis des dizaines d'années. On ne peut pas acheter en fait un nouvel habitat sur l'île. Et on sent bien que tout le monde est un petit peu terrifié, parce que Sandrine, elle est journaliste, et elle sent bien que cette île a une histoire et elle a envie un petit peu
voilà, de gratter la croûte pour voir un petit peu ce qui s'y cache derrière. Et les habitants lui expliquent bien que non, en fait, il faut qu'elle reste à sa place, il faut juste qu'elle prenne les affaires de sa grand-mère et qu'elle s'en aille. Mais est-ce que c'est réellement possible de partir de cette île? Dans cette double temporalité, on va voir que c'est en 49, c'est ça, donc après la Seconde Guerre mondiale, cette île, eh bien, elle a servi de camp de vacances aux enfants. Et ce camp de vacances a été précipitamment fermé. On ne sait pas trop dans quel contexte, mais il y a certaines infrastructures qui restent. Et on a presque l'impression d'un camp de vacances fantôme. Comme si le temps avait été suspendu et puis la poussière s'était accumulée et les toiles d'araignée s'étaient tissées. Et voilà, il y a quelque chose de très très ambiant en fait hein, dans ce roman-là. Et puis, il va y avoir une intrigue policière, je ne peux pas vous dire quand, comment, etc. Mais voilà, il va y avoir une enquête en fait qui va être menée pour une raison. Et cette enquête, elle va unir en fait les deux parties. Et quand le dénouement arrive, je pensais avoir vu certaines choses, parce que vous voyez bien, je suis psychologue de formation, enfin je suis neuropsychologue, mais dans ma formation de neuropsychologue, je suis psychologue. Euh, Enfin, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, mais on n'est pas là pour parler de mon métier. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais on n'est pas là pour ça. Mais juste pour vous dire, voilà, j'ai un master de psycho, donc bien évidemment que j'ai capté le dénouement, etc. Mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. Jérôme Loubry a bien su me malmener jusqu'au bout et eh bien, il traite de certains sujets psychologiques, je dirais même scientifiques, avec beaucoup de justesse et j'ai beaucoup apprécié parce que tout était plausible. Même si on arrive à un moment donné dans de la, je peux le dire sans spoiler, dans de la psychiatrie, eh bien en fait c'est la réalité. Alors je pense que quand on n'est pas dans le domaine médical, on peut se dire non mais en fait cette fin ou ce roman, il n'est pas réaliste en fait. J'ai pas accroché parce que clairement ça me semblait loufoque. Non, non, sachez que tout ce qui est proposé dans ce roman-là peut être réellement mis en place dans la réalité et il vous montre en fait ce roman à quel point le cerveau humain peut se protéger, peut créer des choses pour vivre, pour survivre avec une santé mentale approximative. Voilà, souvent face à des traumatismes, etc. Eh bien, le cerveau fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour nous maintenir en vie. Voilà, je vous en dirai pas plus, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez la psychologie assez fine, si vous aimez la complexité humaine, eh bien, je vous invite à lire ce roman. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il y a des scènes un petit peu gore? J'ai pas souvenir. Il n'y a pas de description, parce que je sais que parfois on peut être un peu sensible. C'est pas gore dans le sens où il y a des descriptions importantes de scènes sanglantes, etc. Non, pas du tout. Mais par contre, ça peut un peu retourner le cerveau dans ce que l'homme peut faire, oui, dans la noirceur de certaines âmes et dans ce qu'un cerveau est capable de mettre en place pour se protéger. Mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé et du coup, ça me donne envie de lire Les Sœurs de Montmort. C'est un auteur que je redoutais un petit peu. Pourtant, je l'ai vu en salon, il est très sympathique, il a le sourire, il fait des blagues, enfin, il est vachement dans l'échange. Mais je ne sais pas pourquoi je le redoutais un petit peu. Et pourtant, eh bien, c'est une très bonne surprise. Je vais enchaîner allez, dans le même registre, dans le même genre, avec 10 ans, Noces de sang d'Alice Finet. C'est un roman qui m'avait été conseillé par Lauriane. En fait, j'avais une amie qui m'avait offert un roman. C'était le dernier roman de Marie Vareille, La dernière allumette, sauf que je l'avais déjà reçu par Charleston. Et donc, elle m'avait offert pour la naissance d'Achille. Et voilà, une très douce attention. Mais voilà, je l'avais déjà reçu et donc j'avais envie du coup de m'offrir d'autres romans. Et je m'étais pris du coup, je crois que c'était le tome 3 des Dames de Marlowe en quête. Et j'avais craqué pour 10 ans Noces de sang d'Alice Finet. J'avais envie d'un thriller psychologique et je sais que Lauriane me connaît et sait un petit peu ce qui me plaît et elle me l'avait chaudement recommandé. Je vous lis le résumé, je vous dis après ce que j'en ai pensé.
10 ans de mariage, 10 ans de secret, un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Mariés depuis des années, Adam et Amélia ont connu des jours meilleurs. Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste. Le week-end en Écosse qu'ils viennent de remporter est sans doute leur dernière chance de prendre un nouveau départ. À chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage. Et Amélia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire, jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard? Il semblerait que quelqu'un épie leurs moindres faits et gestes. Quelqu'un qui paraît bien décidé à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Alors j'ai énormément apprécié ma lecture. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas. En tout cas, c'est une très 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 belle lecture. C'est une très belle découverte avec la plume de l'autrice. Et d'ailleurs, on propose ce mois-ci, dans le Read Together du coup de novembre, Parfois je mens, de la même autrice Alice Finet. J'ai fait plusieurs Furets du Nord et il est introuvable, donc du coup j'ai dû le commander. Et il devrait arriver en librairie vendredi, le 15 du coup je crois. Donc j'irai le chercher la semaine suivante, lundi. Lundi on sera le 18. Et après, eh bien, il va falloir que j'accélère, que je passe la seconde pour pouvoir lire dans les temps, pour pouvoir échanger avec les personnes qui ont également lu Eh bien, Parfois je mens. Dans le cadre du Read Together, c'est la première fois que je peine autant à trouver un livre. J'ai fait plusieurs librairies et en fait, plutôt que de regarder les stocks sur internet, je suis allée en librairie directement. Et voilà, il n'était pas trouvable en librairie, enfin en tout cas il n'était pas disponible. J'ai regardé sur Vinted et eh bien, il était à 6 euros en occasion sur Vinted alors qu'il coûte 8,95 je crois, donc avec les frais de port, c'était pas du tout intéressant. Bref, je me suis décidée à le commander et je vais le recevoir. Tout ça pour vous dire que c'est une plume que je découvre avec beaucoup de plaisir. C'est effectivement un thriller psychologique. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est l'ambiance. Donc au début, on a Adam et Amélia qui sont dans une voiture, dans leur voiture, et ils sont en route pour une sorte de manoir en fait, hein, enfin, ouais, un manoir, un hôtel. Non, c'est pas un hôtel, n'importe quoi. Ouais, c'est une sorte de manoir en fait, hein, qui est un petit peu au milieu de nulle part en Écosse. Vraiment de manière très très isolée. Faut vraiment vous dire que c'est une demeure assez imposante qui est très isolée de tout. Il n'y a pas d'habitation du tout autour. La personne qui avait ce manoir avant avait acheté tous les commerces aux alentours, mais à des kilomètres à la ronde, pour les fermer, pour vraiment être seule au monde. Et donc du coup, Adam et Amélia prennent la route vers ce manoir écossais et tempête de neige. Ils ne voient quasiment rien, c'est très très dangereux de conduire. Ils arrivent au manoir, il fait un froid glacial, donc il faut allumer un petit feu de cheminée. Il faut vous dire que le manoir est un petit peu dans la poussière, enfin voilà, il n'y a personne pour les accueillir. Il y a juste un petit mot, bienvenue au manoir. En gros, il y a des plats congelés dans le congélateur, vous pouvez les faire décongeler au micro-ondes, bon séjour. Alors, ce séjour, c'est Amélia qui l'a gagné au travail. Mais voilà, ça sent un petit peu mauvais, quoi. On se demande vraiment si elle l'a gagné au travail. Bah, on le sait au fur et à mesure de la lecture. Mais voilà, c'est une ambiance vraiment glaciale, avec cette habitation très isolée qui en impose quand même, qui semble avoir une histoire. Et je vais m'arrêter là dans le scénario, mais Adam et Amélia, ils sont pas là par hasard, clairement. Quelqu'un les a amenés jusqu'ici pour, dans un contexte de soif de vengeance. Voilà, je vous en dirai pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a encore une fois une alternance de temporalité. Je pense que j'apprécie ça aussi dans les thrillers psychologiques. On le retrouve souvent, hein, ce processus d'écriture. Je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement-là. J'avais quasiment rien vu venir. En fait, les deux protagonistes ont beau avoir vécu 10 ans de mariage, on sent que l'un et l'autre se méfient en fait. Enfin, l'un se méfie de l'autre et vice-versa. Et du coup, on se méfie nous-mêmes des deux en même temps, de se dire, mais en fait, ils n'ont pas l'air nets, j'ai l'impression que je peux pas leur faire confiance. Et donc, du coup, on est vraiment sur nos gardes tout le long de la lecture. Et on a accès à la lettre qu'Amélia écrit à son mari tous les ans. Et donc, du coup, on voit vraiment la dégradation de leur mariage. On voit les failles qui, à la base, sont très très minces et qui grossissent au fur et à mesure des années. On voit dans quoi ils s'engouffrent l'un et l'autre.
Et puis on commence à voir en fait tous les rouages, tous les mécanismes qu'il y a derrière qui vont entraîner leur chute, leur perte, entre guillemets, à 10 ans de mariage et voilà, qui vont faire ils en sont là dans ce séjour-là organisé. Et est-ce qu'ils vont en ressortir indemnes? Pas sûr. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce thriller psychologique parce qu'encore une fois, il y a une certaine complexité dans la psychologie des personnages. Alors vous allez dire que j'aime les cas psychiatriques, hein, mais pas dans ma vraie vie. Pas dans ma vraie vie, mais par contre, je trouve qu'effectivement la psychologie humaine est super intéressante et moi ça me fascine toujours de voir certaines «dérives» entre guillemets. Quand je dis dérives, c'est certaines pathologies psychiatriques, comment elles peuvent, eh bien se construire au fur et à mesure, quels en sont les éléments déclencheurs, les éléments qui favorisent ce développement de pathologie. Mais moi, quand j'ai un patient devant moi, avec une histoire de vie particulière, qui a développé des troubles psychiatriques, je trouve ça super intéressant d'essayer de comprendre, en fait, tous les mécanismes qu'il y a derrière et comment réussir à permettre un mieux-être sans complètement déstabiliser toute la structure de la personne. Voilà, j'irai pas plus loin, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai également lu, dans un tout autre genre, Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Alors, il a eu je ne sais combien de prix ce roman, donc voilà, je ne vais pas revenir sur la qualité du roman, je vais pas revenir sur la qualité de la plume de Marie Vareille. Clairement, je pense qu'elle peut écrire dans tous les genres. Elle a écrit de la fantaisie avec Elia la passeuse d'âme. Elle peut écrire du roman contemporain, mais qui s'apparente un petit peu à du thriller. Je pense à Désenchanté, par exemple. Je peux aussi penser à La dernière allumette, hein, il y a quand même un petit côté thriller. Désenchanté encore davantage. Elle peut écrire de la comédie romantique, elle peut écrire des romans de Noël, elle peut écrire du young adulte, bref, elle peut tout écrire et ça fonctionne à chaque fois, en tout cas avec moi. Je vous lis le résumé, je vous dis après ce que j'en ai pensé. Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Donc là, je lis Prix Babelio, jeune adulte 2021, mais entre-temps, elle a encore eu d'autres prix. Ce roman, j'avais envie de le lire depuis qu'il était sorti en grand format. Mais voilà, j'essaye de faire attention à ce que j'achète. Et je savais que quand il est sorti, j'allais pas le lire tout de suite. Pourquoi? Alors, est-ce que j'étais lectrice Charleston? Non, je pense que c'était encore avant. Mais je savais en tout cas à sa sortie que j'avais pas le temps de le lire, donc je m'étais dit, calme-toi, attends sa sortie poche. Sauf que la sortie poche, elle a un peu tardé à venir. Je pense qu'il fonctionnait très très bien en grand format. Donc il est sorti en poche en 2024, février 2024, et je l'ai acheté dans la foulée. Mais j'attendais le bon moment pour le lire. Marie Varey, c'est une autrice vers laquelle je me tourne quand je sens la panne de lecture, entre guillemets, arriver, quand je sens que l'envie de lire est un peu moins présente et que j'ai besoin d'une lecture réconfortante, d'une valeur sûre, en fait. Et ce roman ne fera pas exception puisque ça a été, encore une fois, un coup de cœur. On a deux adolescents, deux préadultes, hein, deux jeunes adultes, Léa et Anthony, que tout oppose. Léa, elle a son père à ses côtés voilà, qui lui permet de s'élever dans ses rêves, dans ses ambitions. Et puis à côté de ça, on a Anthony qui, lui, n'a pas de figure vraiment d'autorité et d'accompagnement. Et pourtant, ils vont avoir besoin de l'autre à un moment donné. Léa, elle va vivre quelque chose qui va bouleverser sa vie, qui va même, je dirais, remettre en question qui elle est. Il va y avoir vraiment une crise identitaire derrière. Et c'est Anthony, en fait, qui sera peut-être la clé à toutes ces questions, ou en tout cas qui va lui permettre d'entrevoir une autre manière de penser, un autre chemin peut-être à tracer d'elle-même. Et je dirais que ce roman, il a de young adulte, pardon, que la couverture. Parce qu'il y a une profondeur dans cet écrit qui est encore une fois voilà, dingue. Oui, il va y avoir, je sais même pas si on peut parler de romance, mais en tout cas, il va y avoir une amitié un petit peu ambiguë.
Mais l'attrait de ce roman, il est pas là. On va vraiment parler du syndrome du spaghetti. C'est un syndrome que je ne connaissais pas. Si vous avez envie d'en savoir plus, lisez les remerciements ou regardez sur Internet. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, eh bien, lisez ce roman tel qu'il est, comme je l'ai fait. Je vous dirai pas ce que c'est pour pas vous spoiler si vous n'avez pas envie de savoir avant de le lire. Mais voilà, on va parler du syndrome du spaghetti et ça va avoir un impact non négligeable sur Léa. Et donc, du coup, on va vraiment être sur la reconstruction identitaire, sur le deuil de projet, sur la résilience aussi, sur les liens humains, sur l'apport que l'autre peut nous procurer. C'est très très beau à lire. J'avais envie de verser ma petite larme à la fin. Et il n'y a rien de surfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas, à la fin, on n'est pas en mode oh bah j'avais tout vu venir, ah bah de toute façon il y a des facilités. Non, pas du tout. Euh, c'est un peu comme par exemple dans certaines romances, on va dire bah de toute façon c'est sûr, ça sera de la happy end, ils vont finir ensemble, etc. Là, on n'est pas dans ça en fait. On n'est vraiment, vraiment pas dans ça. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai fait un petit truc pour Instagram tout à l'heure à propos de ce roman, enfin, un autre format que d'habitude. Et du coup, ça m'a donné envie de relire du Marie Varey, sauf que j'ai pas envie de lire ses premiers romans de type romance. Je sais plus, c'est Mon ex et autres calamités ou je sais pas quoi. Ça me donne vraiment pas envie. Par contre, je me tournerais bien vers sa saga, sa trilogie en fantaisie qui est Elia la passeuse d'âme. Si j'ai bien compris, en fait, c'est une jeune qui est censée en fait éliminer les gens qui n'ont plus d'intérêt sur la Terre parce qu'elle est dénuée d'émotions, sauf qu'à un moment donné, elle va souffrir en fait de ça finalement. Enfin, en tout cas, elle va être lassée de cette mission-là et donc elle va se rendre à un endroit où clairement, eh bien, elle n'est pas très très appréciée. Enfin voilà, c'est un peu ce que j'en ai compris, sauf que j'ai regardé un peu sur Vinted, donc le premier tome, il est à 2 ou 3 euros, ok. Sauf que le troisième tome de la trilogie, genre je l'ai vu à 45 euros sur Vinted. Voilà. Donc est-ce que eh bien, ce n'est plus édité et donc du coup ça ne se trouve plus en librairie et du coup bah, la rareté fait que... Je ne sais pas, mais j'ai clairement pas envie de me lancer dans une trilogie qui va soit me coûter un rein, soit dont je ne vais pas connaître la fin. Donc il faut que je me penche un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette trilogie-là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, dites-moi un petit peu. Et du coup, je rebondis sur en ce moment mes souhaits de lecture. Euh, j'ai besoin en ce moment de lecture très très fluide. Et je dirais même un petit peu doudou, cosy. J'ai vraiment envie de me tourner vers un peu de romance, vers de la fantaisie, du fantastique, du young adulte. Ça fait un petit moment que je commence à lire un petit peu ces genres-là, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Et en fait, je commence à avoir un réel attrait pour ces genres, parce que je pense que je lis assez peu en ce moment. Et du coup, tout ce qui est roman historique, ça ne se prête pas du tout à mon rythme de lecture, parce que vous voyez, si je commence un roman historique là et que je le reprends dans 2 ou 3 jours, il faut que je me remette dans le contexte historique, dans la complexité de certaines situations, etc. Et le temps que je recapte un petit peu tout ça, je lis 3 pages et en fait je m'endors. Voilà. En ce moment, je lis assez peu en quantité. Enfin, c'est-à-dire que je vais lire, je sais pas, tous les 2 ou 3 jours, alors qu'avant j'arrive à lire tous les jours. Et quand je lis, c'est à un moment donné où potentiellement je vais m'endormir. Ça, faut aussi le prendre en compte. Donc j'ai pas une concentration de fou furieux, hein. Et donc du coup j'ai besoin de lecture un peu plus légère. Après je pense aussi que la grisaille de l'automne, même si j'adore l'automne, voilà, cette saison aussi je pense de lire des choses un petit peu réconfortantes. Donc si vous avez des recommandations en young adulte, en romance, en fantasy fantastique, n'hésitez surtout pas. Euh, j'ai par exemple en tête un livre qui me donne très très envie, c'est La Société secrète des sorcières extraordinaires, je crois. Il y a Les étoiles de Bloomstor Manor, ou quelque chose comme ça, qui me donne aussi très envie. Il y a des petites romances aussi. Enfin voilà. Après, les romances que j'avais en tête, c'est plutôt des romances estivales. Et comme je suis une lectrice saisonnière,
Voilà, ça va pas être pour moi. Je pense commencer un peu plus tôt les romans de Noël cette année. Là, par exemple, je vais me prendre en audio. J'ai vu en fait que j'avais encore du crédit sur Nextory. J'avais des heures d'écoute. D'arrêter en fait mon abonnement. Donc du coup, j'ai 15 heures là d'écoute pour le mois. Il me reste 10 jours, je crois. Du coup, je pense que je vais me prendre les personnages. Je ne sais plus quoi. C'est le roman de Noël de Sophie Jomain d'il y a 2 ans, je crois. Euh, Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Du coup, je pense que je vais me le prendre en audio. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de lecture doudou. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations. Donc voilà pour mes 4 lectures du mois d'octobre. Comme quoi, on peut avoir un compte Instagram et un compte YouTube et lire voilà, quelques romans. Ça m'a beaucoup interrogée aussi sur la légitimité que j'avais à avoir un compte Booktube, un compte Bookstagram. Mais en fait, bah si, parce que tout le monde est légitime à créer du contenu autour de la lecture. On n'a pas besoin de lire 10, 15, 20, 30, 40 romans par mois pour avoir le droit en fait de parler lecture. Je pense que si vous avez envie de parler de votre passion, eh bien faites-le. Là, du coup, j'ai créé un peu de contenu sur Instagram où c'est pas des avis lecture parce que c'est vrai que en fait, je publie principalement des avis lecture, mais du coup, j'ai essayé d'être un peu plus créative et de créer de l'échange autour des habitudes de lecture, autour de ce qui fait que on aime ou pas tel roman, qu'est-ce qui décrit un coup de cœur, comment on se sent après avoir lu un coup de cœur. Enfin voilà, j'ai essayé de booster un peu ma créativité autour du livre parce que ça me plaît en fait d'échanger avec vous sur cette passion-là. Mais vraiment, au début, je me suis questionnée sur est-ce que je suis encore, enfin déjà, est-ce que j'ai déjà été légitime à créer du contenu autour du livre? Et est-ce que je le suis encore aujourd'hui alors que j'ai un petit rythme de lecture? En fait, si, parce que la création de contenu littéraire, eh bien, c'est aussi une de mes passions. Euh, Tout comme le fait de flâner en librairie, c'est une de mes passions. Tout comme organiser mes lectures du mois alors que je ne vais pas suivre cette organisation, bah, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, tant que je prends plaisir, eh bien je le fais. Après, si vous, du coup, vous avez envie de bilans lecture beaucoup plus volumineux, eh bien, ça ne sera pas ici que vous les trouverez. Et j'en suis désolée pour vous, pas pour moi, mais pour vous. Donc voilà en tout cas mes 4 très belles lectures du mois. Je vais pas les classer. Je sais que parfois je me donne ce défi-là, mais enfin, quand je vous le dis, j'ai quand même envie de le faire. Allez, j'irai avec mon coup de cœur du mois, c'est celui-ci. Mon deuxième roman préféré, ça a été celui-ci. Ensuite, le troisième. Et ensuite, le quatrième. Voilà. Mais vraiment, 4 très 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 belles lectures. Donc, 4 livres que je peux vous recommander. Est-ce que je vous parle? Oui, je vais vous parler un petit peu de mes réceptions. Alors, du coup, c'est des réceptions que j'ai faites en octobre et en novembre. J'essaierai de faire attention aux livres que je vous ai présentés ici en réception pour pas vous les reproposer en novembre. Ça serait quand même dommage d'avoir des redites juste parce que je suis pas organisée. Je pense que je vous ai peut-être déjà parlé de celui-ci, quoique dans l'ombre de l'infirmière d'Amanda Skenandor, je sais pas trop comment on dit, qui est paru chez Faubourg Marigny. C'est la parution de novembre. Il n'y aura pas de parution au mois de décembre, donc c'est le dernier roman que j'ai à lire en tant que flamboyante. Je vous lis le résumé rapidement. Una Kelly a grandi dans les bas-fonds du New York. Devenue une escroc impitoyable, capable de dérober un portefeuille en quelques secondes, elle fait partie d'un gang redoutable. Mais lorsqu'une autre voleuse la dénonce pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, Una est obligée de fuir la police. Seul refuge qu'elle trouve, l'école d'infirmière de l'hôpital Bellevue. Je ne vous lirai pas les 2 autres paragraphes, mais le premier paragraphe me donne vraiment très envie. Là, c'est juste mon rythme de lecture qui fait que j'ai un peu peur de me lancer. Il fait quand même 530 pages, mais de toute façon, pas le choix, je le lirai au mois de novembre. Donc ça, je vous en reparlerai quand je parlerai de ma pile à lire du mois de novembre. Chaque chose en son temps maintenant. J'ai également reçu La douce magie de Noël de Clarissa Barr. Là, je ne vous lirai pas le résumé pour ne pas... Enfin, j'ai envie de découvrir le roman au fur et à mesure parce que les romans de Noël de Clarissa Barr sont assez courts. Là, il fait 308 pages. On retourne à Valno. C'est l'endroit où se passent tous les romans de Noël de Clarissa Barr. Je ne sais plus si c'est le tome 4 ou non, c'est le tome 5. Il y a eu La vie est belle et drôle à la fois que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Le second, le deuxième, La vie a plus d'imagination que nous, pardon. Le troisième,
c'est Et nous danserons sous les flocons, le 4e sous un ciel étoilé, et donc le 5e, La douce magie de Noël. Vous pouvez lire ces romans de manière indépendante, mais ça se passe toujours à Valno, et en fait on est toujours avec les mêmes personnages, sauf que dans chaque tome, ce sont des personnages différents qui sont mis à l'avant-plan, et donc du coup, par exemple, les personnages en avant-plan dans le tome 2 sont des personnages secondaires dans le tome 3, et ainsi de suite. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre pour avoir peut-être tous les petits clins d'œil, etc. qu'elle propose, mais en soi, vous pouvez tout à fait les lire de manière indépendante. J'ai hâte de me plonger dans cette comédie de Noël, dans ce roman de Noël, parce que c'est pas forcément une comédie. J'ai également reçu, mais ça je pense que je vous l'avais déjà montré, Retrouvailles à la librairie de Wellfleet de Kristen Higgins. Il me fait super envie, c'est un roman contemporain plutôt feel good je pense, mais il fait quasiment 600 pages. 600 pages, en ce moment c'est plus de 2 semaines de lecture, voilà. Donc je pense que je vais me le laisser pour un moment où j'ai un peu plus de temps. On va être dans une librairie avec une femme qui travaille dans cette librairie, et un jour elle voit toquer à la porte un jeune homme qui lui explique que c'est son fils. Voilà. Voilà un petit peu le contexte. Donc ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Quand est-ce que je le lirai, je ne sais pas, mais quand même prochainement, parce que je n'aime pas du tout faire traîner les services de presse. J'ai beaucoup de respect pour le travail qui est réalisé derrière, et donc voilà, j'ai à cœur de lire au fur et à mesure ce que je reçois. J'ai reçu cette semaine ces 3 romans, donc je suis trop contente. J'ai reçu L'art meurtrier du Halo Halo de Mia Manansala, qui est le tome 2 de la saga Cozy Mystery, La cuisine mortelle de Tita Rossi. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui est... c'est une saga de Cozy Mystery très fraîche, très inclusive. Et l'autrice amène pas mal de sujets de société, de sujets culturels, etc., d'actualité. Il y a toujours une note. Là, je l'avais commencé, mais je l'ai mis en pause pour une autre lecture commune. Mais il y a toujours une note, en fait, au début, et qui remet un petit peu dans le contexte le processus d'écriture, et qui apporte aussi les trigger warnings, en fait, sur les sujets qui vont être abordés. Par exemple, j'aimerais ici vous avertir, sont abordés dans ce roman l'état de stress post-traumatique, la grossophobie, les problématiques de fertilité ou de grossesse, le comportement prédateur, le chagrin persistant, la mort parentale et les attitudes méprisantes vis-à-vis de la santé mentale. Et vous voyez ces quelques lignes-là, et bien pour moi elles ont toute son importance, surtout dans un cozy mystery où on attend peut-être d'être dans un cocon, voilà, vraiment d'avoir un moment doudou. Si on sait que tous ces sujets-là sont abordés, avec quelle profondeur après elle va les aborder, je ne sais pas, mais voilà, ça prépare quand même, c'est, je trouve, très important. Je me rends compte que je n'ai pas mis de marque-page dans ce roman alors que je l'ai commencé. Je me fatigue. Je me fatigue parce que du coup, il va falloir que je cherche où j'en suis. Donc, je l'ai commencé, mais je l'ai arrêté pour commencer la lecture commune que Maëlle du Cherche Midi organise avec le club Cosy du Cherche Midi, qui est le tome 2 des 3 Dahlia. Donc, c'est Lady Detective. C'est une saga aussi de Cozy Mystery. Cette fois-ci, elle est écrite par Cathy Watson, pardon. Alors ce roman, enfin cette saga de Cozy Mystery, elle s'inscrit vachement dans la veine d'Agatha Christie, puisque on va suivre Rosalind, Caro et Posy, qui sont 3 actrices qui ont incarné à un moment ou à un autre Dahlia Lively, qui est un personnage pensé par Lettice Davenport, qui est une autrice de romans policiers. Voilà, donc ça fait un peu penser à Agatha Christie et Miss Marple par exemple. Dans le premier tome, on a aussi un petit jeu similaire au Cluedo. On est dans un manoir où il y a eu des meurtres dans telle ou telle pièce, avec telle ou telle arme. Enfin voilà, c'est assez ludique. Là, dans ce tome 2, on va très très rapidement revenir sur la complicité en fait qui unit les 3 autrices, les 3 actrices, pardon. Et on est sur un lieu de tournage, donc on est vite pris dans l'ambiance. Je ne vais pas vous en dire plus, que je vous en parlerai dans mon bilan lecture du mois de novembre. Là, j'en suis à la page 250. Sur 500, tout ce que je peux vous dire, j'en dirai pas plus, c'est que si vous avez aimé le tome 1, sincèrement, foncez lire le tome 2.
Moi, dans le tome 1, j'avais trouvé quelques longueurs et là, il y a 0 longueur. J'adore. Donc voilà, du coup, ça vous spoil ma pile à lire du mois de novembre, mais ce n'est pas grave, je n'arrive pas à tenir ma langue. J'ai également reçu Cozy Christmas Mystery, Murder Party au manoir, donc c'est le tome 2 de la saga Cozy Mystery aussi de Karin Pitoki. Je dirais que la spécificité de cette saga, c'est qu'elle ne se déroule qu'à Noël. Donc on va suivre les mêmes personnages d'une année à une autre à la période de Noël. Karine m'avait gentiment envoyé un exemplaire il y a plusieurs semaines, mais cet exemplaire, je ne l'ai jamais reçu. Et en fait, on a discuté toutes les deux parce que j'ai vu en fait dans la story d'une bookstagrammeuse que mon avis sur le tome 1 était juste là, au tout début du roman, en premier en plus, donc j'étais trop contente. Et j'ai envoyé un petit message à Karine en disant, mais sincèrement, merci d'avoir mis un bout de mon avis dans ton roman, ça me fait très très plaisir, vraiment une belle surprise. Elle me dit, bah quoi, t'as pas reçu le tome 2, t'avais pas vu, je t'avais écrit un petit mot, etc. Et en fait non, je ne l'avais pas reçu. Du coup, je pensais que j'étais pas dans les destinataires des services de presse. Et bon, elle a gentiment fait la demande auprès de Robert Laffont de me renvoyer un exemplaire. Donc il n'est pas dédicacé, mais peu importe. J'essaierai de la voir si elle fait des salons dans l'année ou de l'année prochaine pour me le faire dédicacer. Donc voilà, c'est le tome 2 de sa saga de Cozy Mystery. Si vous ne connaissez pas, clairement, je vous invite à lire le résumé du premier tome et à vous faire votre propre avis parce que clairement, pourtant, il y a énormément de cozy mystery, ça fleurit de partout parce que c'est un genre qui plaît énormément. Il a beaucoup plu dans les années 90 peut-être et il est de nouveau plébiscité parce qu'il a été un petit peu remis au goût du jour. Mais j'ai l'impression que Karine, elle a su en fait s'inspirer de tout le meilleur de l'ensemble des cozy mystery qui existent pour créer son propre cozy mystery avec ses propres codes et clairement j'adore. Et puis c'est très d'actualité. Il y a par exemple c'est le neveu de Joanne qui est youtubeur. Enfin voilà, ça intègre les nouvelles technologies, etc. Il y a un chien qui est adorable, les personnages aussi. Enfin, il y a certaines situations qui sont très cocasses, etc. Donc je ne vais pas plus vous en dire, mais voilà, je pense que je peux le dire, Lauriane, sans me faire taper dessus. On va vous le proposer encore en lecture commune pour le Read Together de décembre. Après, à voir si on vous propose en plus une autre lecture commune. Mais ça, on vous le propose parce qu'on vous avait proposé le tome 1 l'année dernière au mois de décembre et vous aviez vraiment apprécié. Et on s'était dit du coup qu'on poursuivrait la découverte de la saga ensemble. Et du coup, je pense qu'on va vous proposer celui-ci et potentiellement un deuxième roman. Donc ceux qui voudront faire les deux lectures communes, vous serez les bienvenus, bien évidemment. Il fait 320 pages, mais je sais que ça va se lire très 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 rapidement, mais dans le bon sens du terme. C'est pas ça va être vite torché, pas du tout. C'est dans le sens ça va être addictif et je vais avoir envie de me reblottir dans mon cocon que je vais me créer autour de cette lecture. Et voilà, donc un grand merci à Karine pour les 2 envois du coup, mais je n'en ai reçu qu'un seul. Elle m'avait dit si tu reçois le premier, eh bien, tu pourras faire gagner le second, mais j'ai pas reçu le premier. J'ai également reçu Les 4 petits meurtres de Noël d'Alexandre Bénédicte. Je vous lis le résumé. Le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzle qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre. Ce n'est autre qu'une scène de crime. Un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit, la veille de Noël, si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brando Sullivan, Eddie se lance alors dans une enquête effrénée. Mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de piste lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier. J'ai trop envie de le lire. Voilà. En plus, c'est trop raccord avec mon pull. Oui, Manon, tu dis des choses super pertinentes. Bref, j'ai vraiment envie de le lire. Novembre, décembre, j'en sais rien. Non, ça sera décembre. Je dis, c'est pas novembre, impossible. J'aime beaucoup les entêtes de chapitre. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Ah, peut-être que ça fait Christmas, non? Je sais pas. Non, pas du tout. J'ai vu un F.
Est-ce que ça voudra dire quelque chose? I don't know. Oui, je parle anglais en plus. Hein. N-E-S. J'arrête parce que peut-être que c'est un S-F, N-E-S-F. Bref, allez, j'arrête parce que j'ai pas envie de découvrir un truc que je devrais pas découvrir potentiellement. Donc, beaucoup de Cozy Mystery. Mais en fait, j'en ai 4. Hein. C'est 4 Cozy Mystery. Trop de la chance. Je suis trop contente en vrai. Parce que le Cozy Mystery, pour moi, c'est un genre doudou. Et quand je vous dis là qu'en ce moment j'ai besoin de lecture doudou, ouais, ça va être chouette, ça va être chouette. Ouais, je viens de capter en plus hein, que c'est 4 Cozy Mystery, mais dont 2 pour la période hivernale, ou en tout cas de Noël. Donc voilà un petit peu toutes mes réceptions. J'ai beaucoup de chance de recevoir tous ces romans. En ce qui concerne ma pile à lire de novembre, bon bah du coup je vous ai un peu spoilé les choses. Je suis en train de lire celui-ci. En novembre, il faut aussi que je lise le Faubourg Marigny, même si clairement la longueur de ce roman me fait peur. Pas parce que ça sera pas fluide ou autre, mais parce que j'ai un rythme de lecture tellement ralenti que j'ai peur de me créer une panne à prendre un gros pavé. Et comme c'est des nouvelles sorties, ils sont pas disponibles en audio. Parce que pour les pavés, j'aime bien alterner livre papier et livre audio pour dire de faire passer un peu plus rapidement la lecture. Donc j'ai ces deux-là. J'aimerais enchaîner avec celui-ci pour novembre, donc L'art meurtrier du Halo Halo, parce qu'en fait je l'ai commencé et j'ai dû l'arrêter pour la lecture commune du Cherche Midi. Et j'ai commencé en livre audio celui-ci. Voilà, donc voilà un petit peu les lectures que j'aimerais faire au mois de novembre, même si on est le 12, à tout moment ça peut changer. Ce que je sais c'est que j'ai déjà entamé celui-ci, j'ai entamé aussi celui-ci je le lis en audio, enfin je l'écoute du coup. Comme il me reste du temps sur Nextory, celui-ci je l'ai pris sur Audible. Donc comme il me reste du temps sur Nextory, j'ai aussi le roman de Noël de Sophie Jomain que je vais débuter, puisque je dois le finir avant, il me reste 13 jours, donc avant le 25 novembre, donc ça sera une... J'ai un cheveu dans l'œil. Ça sera une lecture du coup que je vais devoir caler sur le mois de novembre aussi. Et puis voilà, en fait il faut que j'arrive à trouver le temps en fait pour démarrer celui-ci. Avec ce que j'ai sous les yeux, je peux déjà vous dire que j'ai déjà ma pile à lire de décembre en tête. Mais bon, à chaque chose en son temps. Je vous en parlerai à un autre moment. Écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous propose de mettre des feuilles d'automne en emoji, en commentaire, voilà, pour soutenir un petit peu ce que je vous ai proposé, puisque la grisaille est de retour, le vent se lève, et eh bien écoutez, j'ai déjà ma petite écharpe, puisque oui, je suis une petite frileuse. J'espère en tout cas que ce que je vous ai proposé vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains romans si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire un petit peu vous, vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, s'il y a des romans là dont je vous ai parlé qui vous font envie. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser un petit peu à votre pile à lire de Noël? Moi, c'est la première année où j'ai vraiment envie d'aller vers des lectures de Noël assez rapidement. D'habitude, je lis un, voire maximum 2 romans de Noël. Mais là, j'ai vraiment envie d'y aller, donc bon, je pense que ça sera une première. Et puis surtout, si vous avez des recommandations de romans doudou à me faire, s'il vous plaît, faites-les moi parce que j'en ai vraiment bien besoin. J'ai même presque envie de refaire un tri dans ma pile à lire et d'enlever pas mal de romans un petit peu historiques, etc. Alors, je le ferai pas parce que je pense que c'est un mood passager et que je reviendrai à ces genres-là dans quelques mois. Mais vraiment, là, j'en suis à avoir envie de faire reset sur ma pile à lire et de m'acheter, de m'offrir des romans plus doudous, plus faciles à lire. Je pense à du Colleen Hoover, tout ça. Alors, je dis pas que tout est facile, hein, parce que si j'ai bien compris, il y a certains romans de l'autrice qui traitent de violences conjugales, etc. Mais plus dans la fluidité de la plume, en fait. Je recherche des choses pas forcément légers en contenu, mais en tout cas légers au niveau de la plume, qui ait une certaine fluidité et où c'est pas des pavés de 500-600 pages, quoi. Bref, vous l'aurez compris, je suis dans une période un petit peu de transition avec un rythme qui n'est pas le mien d'habitude et où du coup je manque un petit peu de repères.
Mais bon, c'est pas grave. Au niveau de ma pile à lire, écoutez, on est plutôt stable. Je pense que je suis passée en dessous de la barre des 40. À voir si je refais un tri. Je vous montrerai peut-être dans la prochaine vidéo. J'ai arrêté de créer des visuels papier en fait, parce que j'avais un petit carnet avec où j'en étais dans mes lectures. Je m'étais fait pas un mood board, hein, je sais plus comment on appelle ça, mais par mois, je mettais des petites gommettes, etc. Je m'étais même fait un marque-page à l'aquarelle, etc. En fait, je me rends compte que je manque tellement de temps que je le fais de manière très disparate, c'est-à-dire que je vais le faire au mois de janvier et puis je vais pas y retoucher avant mars, avril, et du coup, je vais essayer de balayer mon retard et puis je le reprends 2 ou 3 mois après, et puis du coup, ça devient. Enfin, c'est pas ce que je cherche en fait. Moi, j'ai besoin d'un suivi un peu régulier. Donc du coup, j'ai fait quelque chose de beaucoup moins sexy entre guillemets, c'est que eh bien, j'ai ouvert un fichier Excel que j'ai mis sur mon Drive et j'ai rentré toute ma pile à lire en fait dans ce fichier-là. Et je me suis amusée à créer des colonnes avec le titre, l'auteur, le genre, la maison d'édition, le format, quand est-ce que je l'ai mis dans ma pile à lire, est-ce que c'est du lu, pas lu. Donc pour l'instant, tout est en pas lu, mais au fur et à mesure, je vais avoir du en cours, du lu. Enfin, voilà, dites-moi si ça vous intéresse aussi de voir tout ça. Si c'est le cas, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Si c'est pas le cas, eh bien je vous en parlerai pas. Il faut que vous preniez plaisir à visionner ce que je vous propose. Bref, je m'arrête là parce que je sens que je blablate et je pourrais blablater très longtemps parce que je suis en télétravail toute la journée. On est sur ma pause du midi. Donc je n'ai vu personne là de la journée et je sens que ma langue a envie de se délier. Bref, je m'arrête là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, en likant la vidéo, en commentant. Bref, vous savez que votre soutien il est important parce que c'est le seul retour en fait que je peux avoir du temps que je passe seule face à cette caméra. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment de visionnage et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.